Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Maryse De Wever qui est directrice de la communication et des affaires publiques à la FEAP et ensemble on va discuter de la campagne de communication qui est en cours pour alerter les pouvoirs publics, mais j'imagine pas que, sur les difficultés rencontrées par les EHPAD en ce moment. Et moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est une campagne qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et je trouve que c'est intéressant d'en discuter parce que c'est important de communiquer sur les problématiques rencontrées. Et là, cette histoire de fausse annonce, je trouve ça intéressant et plutôt percutant par rapport à peut-être ce qui se passe d'habitude. Donc, je trouve ça très intéressant. Avant de commencer, Maryse, je te propose de te présenter. Oui, donc bonjour. Donc je suis Maryse De Wever, directrice de la communication et des affaires publiques de la FEAP. La FEAP, c'est une fédération dans le secteur de la santé. C'est la fédération de référence du secteur associatif en santé. Et la FEAP représente plus de 6000 adhérents sur tout le territoire, dans tous les secteurs de la santé, de la naissance à la fin de vie, c'est-à-dire qu'elle représente des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Ok, donc de l'EHPAD, l'hôpital, alors plutôt les cliniques, parce que privé Alors, plutôt hôpitaux associatif. et plutôt à hôpitaux, pas cliniques. C'est ce qu'on appelle dans un jargon des MCO, médecine, chirurgie obstétrique. Mais en fait, tous les champs du sanitaire, puisqu'on a également de la psychiatrie, de la dialyse, de l'hospitalisation à domicile. Donc, en fait, la particularité de la fédération, ce qui est aussi sa richesse et sa force, c'est qu'on représente vraiment 100% des secteurs dans la santé, puisqu'on a aussi donc, dans le médico-social, il n'y a pas que les EHPAD, il y a aussi le handicap, enfants, adultes, mais également dans la partie sociale des crèches, des hébergements d'urgence. Enfin, vraiment, de fait, il y a une pluralité d'établissements qui fait qu'on représente absolument tout ce qui peut être proposé aux Français dans le domaine de la santé et de l'accompagnement. Ok. Et d'une manière générale, c'est quoi le moteur de la FEAP? C'est quoi les valeurs, la logique, les missions, mais pour tout le monde? On va dire tous les établissements, sans être focalisé sur le grand âge tout de suite. Alors, la particularité de la FEAP, c'est avant tout son statut qui est associatif. Donc, c'est les valeurs du secteur associatif qui sont véhiculées et par la fédération et par ses adhérents. C'est-à-dire qu'en fait, toute la gouvernance est bénévole. Donc, en fait, la FEAP est née de l'engagement des personnes dans la cité. Donc, toutes les conseils d'administration sont bénévoles. Et donc, quand il y a des surplus financiers dans les établissements, ils sont automatiquement réinvestis. Il n'y a pas de partage de fonds auprès d'éventuels actionnaires. L'autre point qui est extrêmement important, c'est que les adhérents FEAP sont des acteurs de mission de service public au même titre que le secteur public. Donc, l'intérêt, la FEAP, le secteur associatif, c'est un peu le meilleur des deux mondes, puisqu'il est entre deux, entre le secteur public et le secteur privé commercial. Donc, meilleur des deux mondes, parce qu'on est vertueux, pour les raisons que je viens de vous expliquer juste avant, que je viens de t'expliquer juste avant. Et le deuxième élément, il est vertueux également parce qu'on a une organisation qui est souple, une organisation qui est réactive, parce qu'on a une gestion privée. Donc, on peut, entre guillemets, faire ce qu'on veut. Donc, on a une capacité d'innovation qui est supérieure à celle des autres secteurs. Malheureusement, ça ne se sait pas suffisamment. Ouais, c'est la souplesse du privé, mais avec l'objectif du public qui est de servir la collectivité et sans le caractère lucratif qui peut être parfois décrié et qui peut fausser aussi les objectifs. Voilà, si on est focalisé exclusivement sur un résultat financier.
C'est exactement ça. Ok. Euh, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette campagne de communication qui est en cours Alors, la pour campagne, les EHPAD? exactement, la campagne de communication, elle est née d'un ras-le-bol généralisé des acteurs du grand âge de manière générale, c'est-à-dire pas uniquement les EHPAD, mais également le secteur du domicile, puisqu'aujourd'hui, on a eu une multitude de rapports, une multitude de volontés dans ce fameux projet de loi grand âge qui n'accouche jamais. Et à un moment donné, on arrive à une situation qui est d'autant plus complexe que nos établissements sont en difficulté financière, puisqu'on a 73% de nos EHPAD qui sont en déficit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, techniquement, on a un mur démographique devant nous, qu'on n'est plus en train de le voir arriver, qu'on est en train de se le prendre, le mur, très concrètement, et qu'on ne fait rien. Les acteurs ne font rien. Et qu'en plus de ça, si notre secteur ferme, puisque notre secteur est mortel, les établissements de notre secteur sont mortels, si on ferme nos portes, alors là, techniquement, on ne sait pas ce qui va se passer parce que toutes les personnes qui sont d'ores et déjà accompagnées par nos établissements ne le seront plus et il n'y a aucune offre qui permettra de les accompagner. Donc, on n'est pas dans une situation de crise, on est dans une situation d'urgence. À partir de là, à partir du moment où les pouvoirs publics ne bougent pas, à partir du moment où les parlementaires n'ont pas les moyens aussi d'agir, ou en tout cas d'avoir l'influence nécessaire pour que les choses bougent, il nous reste un levier qu'on a activé à travers cette campagne, c'est le levier du grand public. Parce qu'à un moment donné, il faut que les Français comprennent concrètement quelle est la situation et ce qu'il va se passer pour eux et ce qui va se passer pour leurs familles, pour leurs amis et eux-mêmes. Donc, on a décidé de lancer une campagne de communication. C'est un coup de communication, comme on dit dans notre jargon, c'est un coup de com', une campagne choc. Donc, sur la base d'un principe qui est celui du canular, c'est une campagne qui est très anglo-saxonne, en fait, dans sa façon d'être construite. Et notre idée, c'était à travers une interpellation du grand public pour une prise de conscience collective, d'interpeller les pouvoirs publics. C'est-à-dire que si discuter avec eux ne fonctionne pas, bah, si on discute avec le grand public, ça va peut-être davantage fonctionner. Donc ça, c'est le principe, c'est le postulat de base qui nous a fait créer cette campagne. Et donc, on a décidé de créer une campagne de com basée sur des fausses annonces, mais des fausses annonces pour une vraie cause, ce qui serait un peu, j'ai envie de dire, le slogan de la campagne. Donc, on s'est dit, on va expliquer aux Français que si on ne fait rien aujourd'hui, il va se passer ce qu'on a expliqué dans la campagne demain. C'est-à-dire qu'on va fermer. Et donc, on a bradé nos établissements. Donc, on a bradé nos EHPAD, on a mis en vente nos EHPAD, évidemment à des prix compétitifs. On a mis en vente notre matériel. Donc, on a mis en vente des véhicules utilitaires, on a mis en vente des livres. En fait, en gros, on a bradé le secteur et on a tout mis en vente sur des sites type Le Bon Coin, type Paru Vendu, et en même temps qu'on a mis en ligne ces annonces, donc l'annonce, elle choque dans un premier temps, et au sein de l'annonce, donc dans le texte de l'annonce, on a expliqué la démarche. Et on a dit, voilà, ceci est une fausse annonce pour une vraie cause, voilà la situation, bougez-vous, relayez la campagne, allez-y avec nous. Et en fait, le dispositif, il est en 3 coups, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier coup qui est celui des fausses annonces publiées sur des sites Internet. Il y a un deuxième coup qui a été la redirection du trafic sur notre site Internet où il y avait un manifeste que nos adhérents ont signé. On a plus de 80 établissements qui sont signataires du manifeste. Et donc, on a effectivement donc, mis en ligne cette page qui redirige, donc les annonces redirigent vers cette page, pardon. Ensuite, on a une campagne qu'on appelle display, c'est-à-dire qu'on a créé des annonces mais de publicité qui est 100% digital. Donc, sur des annonces grand public, sur la base de mots-clés spécifiques, les Français ont pu voir des bannières qui expliquent la campagne. Et un troisième coup, si je puis dire, qui est celui d'un film que nous avons mis en ligne et qui est un peu le making-of de la campagne et qui explique à tout le monde comment la campagne s'est déroulée et, encore une fois, pourquoi on a dû en arriver là. Donc, il y a un gros volet aussi relations médias. Donc, le jour où on a lancé la campagne, on avait une parution dans le Figaro, pas magazine, le Figaro.
qui expliquait la campagne. On a eu pas mal de retombées dans Ouest France, puisque certaines annonces étaient basées sur des vrais établissements, notamment en Normandie, où on a mis en vente faussement, et évidemment les familles étaient informées, les résidents étaient informés, on a faussement mis en vente un vrai EHPAD en Normandie. Donc on a eu un retentissement dans Ouest France, etc., etc. Ouais. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur l'annonce, et pour rebondir vraiment sur ce sujet-là d'interpeller les Français, c'est finalement un EHPAD à vendre, ça pourrait se faire, après tout. Je Oui, reconstruis mon EHPAD, je revends le bâtiment, ok. Mais ce qui est vraiment intéressant dans l'annonce, c'est de dire, ben maintenant, il faut s'occuper des gens. c'est ça. Et qui va s'occuper des résidents, comment on va faire? Parce que Exact. c'est ça le fond du sujet. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est que transition démographique, le grand âge et tout ça, concrètement, un peu tout le monde s'en fout. À partir du moment où on n'est pas concerné, parce qu'on ne sait pas. C'est exactement ça. Et à partir de là, ce qui fait que les politiques, bah, puisque pas grand monde est concerné, bah, c'est un sujet, on le voit depuis 10 ans, qui est toujours en dessous de la pile et qui est jamais traité. Ou voilà, aussi un petit peu avec la Covid, mais juste pour colmater la brèche et pas apporter des vraies solutions. Euh, donc moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que si on veut vraiment faire bouger les choses, en passant par le politique, il faut que ce soit les citoyens qui s'emparent du sujet et qui poussent aussi le sujet au devant de la scène, quoi. Exactement. Euh, alors, là, on est fin juillet, c'est une campagne qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quel impact, qu'est-ce que vous avez pu ressentir ou mesurer par rapport à la campagne? Alors, la campagne, techniquement, aura duré 2 semaines et elle se termine aujourd'hui même. Ok, Donc, effectivement, on va avoir des données sur l'impact de la campagne dans les jours qui viennent. Ce que l'on ouais. peut déjà dire, c'est que grâce à la campagne, donc, qui est une campagne payante, entre guillemets, donc les bannières qu'on a mis sur les sites Internet, là, on sait qu'on a touché plus de 10 millions de Français. Donc, c'est déjà C'est pas mal du tout. pas mal. Ensuite, sur la partie, on va dire, plus politique, affaires publiques, très honnêtement, au moment où on se parle, bah, on n'a pas eu d'impact. Pourtant, on a vraiment privilégié, enfin, on a eu une stratégie de tag, d'alerte de personnalités politiques. Évidemment, on ne tombe pas non plus dans un super moment parce que on est dans une période d'incertitude politique avec un gouvernement démissionnaire et en même temps pas de nouveau gouvernement, etc. On arrive, mais malgré tout, c'était important de la faire maintenant pour plusieurs raisons. Un, parce qu'aussi les Français sont disponibles. On sait que l'été, les Français vont regarder Internet, etc. Donc, on savait qu'on avait la possibilité d'avoir un volume de personnes à toucher qui était important. La rentrée, c'est un moment qui est très chargé. Tout le monde a plein de problèmes en tête. Il faut mettre les enfants à l'école, les activités, tout ça. Donc, c'est une période qui est très, très bouchée, entre guillemets, au niveau du flux d'informations. Donc, techniquement, pour toucher les Français, c'était la bonne période. Politiquement, c'est vrai que c'est une période d'incertitude, mais en même temps, c'est quand même intéressant, tout simplement parce qu'à la rentrée, on va avoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est quand même un élément extrêmement important. Et voilà, on sait que notre campagne aura certainement fait ses petits, on espère en tout cas influencer sur ce texte. Très sincèrement, on n'espère pas voir une loi grand âge sortir comme ça de nulle part et surtout à la hauteur des besoins, mais en tout cas, peut-être influer sur ce texte-là. Mais c'est vrai que on aura dans les jours qui viennent et plutôt même au mois de septembre, davantage d'éléments sur les répercussions qu'aura pu avoir cette campagne. Ouais, bien sûr. Après, en réfléchissant, c'est vrai que ma première impression, ça a été de dire, mince, juillet, est-ce que c'est le bon moment? Et surtout, mais j'imagine que ça, presque, vous n'avez pas vraiment pu l'anticiper. Toute la question autour de la dissolution et d'un nouveau gouvernement, j'imagine que c'est une grosse campagne qui s'est préparée en amont et que enfin voilà, vous avez été surpris Ensemble, par ça. Et en même temps, bah, c'est vrai que finalement, une nouvelle équipe, bah, c'est bien elle puisse s'appuyer sur ce sujet-là. Et puis en même temps, est-ce qu'il y a un bon moment dans l'année pour en parler? Puisque de toute façon, il y a toujours plein de trucs et toujours autre chose. c'est clair. On s'est posé la question hein, sur le timing.
Mais encore une fois, les Français, actuellement, une majorité sont en vacances. Donc, ils ont un esprit plus ouvert et moins d'informations qui leur parviennent. Donc, on sait que la fréquentation sur Internet est en augmentation l'été. Donc, ça, c'était plutôt une bonne chose pour le grand public. Après, pour les politiques, la situation actuelle est tellement instable que sincèrement, alors sachant qu'ils ont tous reçu l'information, hein, on a vraiment communiqué auprès de toutes nos cibles. Mais je pense que dans le cadre du PLFSS, on aura l'occasion d'en reparler. Il n'y aura pas forcément que ce vecteur-là, mais c'est un vecteur important. Ouais. Bien sûr. Ok, oui. Et puis, dissolution, puis aussi Jeux Olympiques. Ça se termine aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai qu'en temps normal, juillet, août, il se passe pas grand-chose. Là, c'est vrai que, bon, il y a un autre sujet médiatique important, mais finalement, là encore, hein, si on s'arrête à ça, on fera jamais rien. Et parce qu'il y aura jamais le bon moment. Et puis l'été, oui, peut-être aussi, c'est un moyen de toucher les gens. Et je pense aussi, il y a toujours une question qui se pose l'été pour les personnes qui, elles, sont concernées. C'est comment on gère quand les gens sont à domicile et que les services à domicile, qui sont eux aussi en grande difficulté, est-ce qu'ils sont capables d'assurer les passages et les tournées? Ben, c'est pas gagné. Ou alors, quand c'est les aidants qui sont en difficulté, qui aimeraient partir en vacances, et ben, comment ils passent le relais? Donc, la question de l'accompagnement du grand âge, juillet-août, c'est aussi un sujet important. J'ai une question aussi sur comment vous avez, alors c'est un peu sur les coulisses, mais comment vous avez préparé ça, d'où c'est venu, combien de temps ça a pris, qu'est-ce qui vous a amené à partir aussi sur ce côté un peu décalé? Alors, la première étape déjà a été de présenter l'idée, alors pas l'idée de la campagne, mais enfin de faire valider plutôt le fait de faire une campagne percutante, impactante, en ciblant le grand public. Cette idée donc, a été validée par le conseil d'administration. Donc ça, c'est la toute première étape. Donc le conseil d'administration de la fédération. Ensuite, j'ai organisé un appel d'offres avec différentes agences. Et puis ensuite, on a sélectionné, sachant que effectivement, dans l'appel d'offres, ce qui est le plus important, c'est le brief. Et que pour le coup, on voulait vraiment quelque chose de très disruptif, très différent. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une logique institutionnelle, ce qui est assez intéressant parce que dans le secteur, on a plutôt une communication institutionnelle. C'est-à-dire on va mettre les sujets sur la table et on va plutôt faire des communiqués de presse, on va essayer de rédiger une tribune, on va faire une pétition. Voilà, nous, on était dans une optique radicalement différente, qui était de dire, non, là, à un moment donné, pour une prise de conscience, il faut impérativement faire quelque chose qui choque, mais en même temps, tout en restant voilà, dans quelque chose de plutôt relativement sage. Parce que ce qu'on a fait, c'est quand même relativement sage. Et donc, on a rencontré les agences qui nous ont fait différentes propositions. On a voté pour celle-ci. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, hein. On a fait tout ça en un mois, hein. Donc c'est rien en termes de taille. D'accord, c'est très très rapide. Voilà, Ok, c'est hyper serré pour autant de production. En plus, qu'il a fallu produire les annonces, produire les displays, produire le film et travailler sur le fond. Avec un exercice aussi qui est extrêmement important et pas facile à faire dans le domaine de la santé, c'est vulgariser nos propos. Parce que quand on ouais. s'adresse au grand public, on ne s'adresse pas aux professionnels, donc on a quand même un vrai enjeu là-dessus parce qu'il n'y a pas grand monde qui communique de manière audible pour tout le monde. Et donc tout ce travail s'est fait comme ça. Et ensuite, donc une fois la piste créative validée, on a lancé la campagne accompagnée par une agence. D'accord. Ok. C'est vrai que la notion classique traditionnelle, c'est un petit peu ce qui caractérise bien les établissements de santé, alors mais même surtout les EHPAD en fait, un côté un peu, on a toujours fait comme ça, un peu à l'ancienne en fait, et puis pas très drôle, pas très créatif. Et c'est moi, c'est ça aussi que je trouve marquant et vraiment intéressant. Euh, quelles, euh, quelles étapes après? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Alors, sans forcément spoiler trop, mais est-ce que c'est le début? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Alors déjà, on attend encore, il va y avoir d'autres retombées dans la presse nationale sur cette campagne.
Donc, une fois qu'on aura eu toutes les retombées médias et toutes les données sur la campagne, on va faire un bilan, on va discuter sur ce bilan pour réfléchir à une prochaine étape. Mais cette prochaine étape, elle doit se réfléchir au regard des relations qu'on va avoir avec, encore une fois, les pouvoirs publics. Donc, on ne pourra réfléchir à une action pertinente que quand on saura qui est au gouvernement, qui va s'occuper de nos sujets et surtout quelle est la position des personnes qui seront au sujet et aussi de quelle manière ils auront une latitude budgétaire, parce que très concrètement, on parle d'argent sur ce sujet-là, une latitude budgétaire sur ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire l'étape 2, on fera ça, c'est déjà voir quel va être l'impact, parce qu'évidemment, dans les premières rencontres qui auront lieu, la première chose qu'on va dire, c'est on a été quand même jusqu'au bout du bout en étant obligé de faire une campagne pour alerter sur le sujet. Maintenant, que faites-vous? Ouais, parce qu'on parle de problématiques de financement, de moyens suffisants, et aujourd'hui, avec entre l'inflation, c'est surtout l'inflation, du coup, des dérapages budgétaires importants, et enfin, tu as dit, les établissements associatifs sont mortels, voire un peu plus mortels que les autres, parce qu'autant le public, il y a derrière un trésor public, des moyens aussi qui permettent de fonctionner avec un déficit chronique. Le privé plutôt commercial, c'est un peu différent, même si des fois, il peut y avoir euh, soit des réserves, soit des investissements qui vont revenir en plus, même si ça ne tiendra pas très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Et ça revient aussi à cette question de comment on est audible par rapport vis-à-vis du grand public, parce qu'on peut avoir tendance, en parlant de l'EHPAD, à utiliser nos acronymes, notre jargon. euh, et c'est vrai que ça va passer complètement inaperçu. Donc, Et nous, on a une double peine parce que vis-à-vis du grand public, parce que déjà, il y a effectivement le côté, comme tu le dis, la façon dont on s'exprime, etc., et aussi quand on n'est pas concerné. Mais il y a aussi un autre sujet pour nous, c'est que le grand public a une vision très binaire de la santé. C'est-à-dire que quand on interroge les Français, pour eux, il y a un système de santé divisé en deux, public gratuit, privé payant. Mais beaucoup, beaucoup de Français n'ont absolument pas en tête le fait qu'il y a un secteur associatif et qu'il y a des hôpitaux associatifs et qu'il y a des EHPAD associatifs. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être le percevoir dans le domaine du social ou encore dans le domaine du handicap, parce que c'est vrai que souvent, beaucoup d'établissements sont issus de familles qui ont eux-mêmes vécu dans leur famille des enfants, des parents en situation de handicap qui les ont amenés à créer quelque chose. Mais sur tout le reste, personne n'a dans la tête le fait que le statut de certains établissements est associatif. Quand on parle d'associatif à des Français, ils vont penser au club de foot, ils vont penser aux loisirs, ils vont penser, mais absolument pas à la santé. ouais, c'est vrai. Euh, Est-ce que là-dessus, parce que donc là, c'est vrai qu'avec ces annonces et puis en plus sur des sites assez, enfin, les sites de tous les jours, Le Bon Coin, sur des sites je crois qu'il n'y avait pas rue vendue pour les offres immobilières, c'est des choses qu'on retrouve. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que moi, ça, je trouve que c'est un vrai sujet, la notion d'expliquer concrètement ce qui est fait au grand public pour essayer de faire prendre conscience et de mobiliser un peu plus. Même si je veux surtout pas être pessimiste, mais on sait que les urgences de l'hôpital, c'est public, on sait que ça va mal, et pourtant, on a un peu l'impression que tout le monde s'en fout quand même. Mm. Que c'est pas le sujet, en tout cas, qui est porté au niveau des politiques. Quelques-uns le font, mais on voit pas vraiment de résultats, j'ai l'impression. Ouais, les sujets remontent en haut des piles quand il y a des drames. En fait, il Ouais, faut toujours un drame pour que le sujet remonte en haut de la pile. C'est toujours ça. Donc, donc voilà. Et d'ailleurs, on a bien vu là dans la campagne des législatives et dans les débats là en ce moment, même maintenant sur le candidat, si tu remarques bien, il y a le sujet santé, il n'existe pas. Hein, là, on parle de retraite, on parle de pouvoir d'achat, mais on ne parle pas de santé. Hein. et d'immigration. Et d'immigration et de On sécurité, oui. finit là-dessus. Mais Exactement. oui, et en post-Covid, en 2022, on parle pas de santé.
alors qu'on vient de vivre un sujet santé assez inédit. Exactement. Exactement. Et on a un vrai sujet sur, mais là je déborde un peu, mais sur l'attractivité des métiers. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet, parce que bon, il y a certes la santé financière des établissements, mais un établissement ne tourne que s'il y a des gens pour le faire tourner. Et là aussi, c'est un autre mur qu'on va se prendre avec pas assez de professionnels dans les établissements, parce que des métiers de moins en moins attractifs. Oui, puis certainement lié par l'image. Cette image, surtout en EHPAD, où on va se dire, bah, c'est un métier difficile, c'est pas drôle, en plus, il manque des moyens, il manque du monde, donc en gros, c'est le bordel, il faut surtout pas y aller. Et c'est cette image qu'il faut combattre. Alors maintenant, c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça, mais est-ce que la prochaine étape, il faudrait pas faire une campagne avec des faux drames post-catastrophe? Je ne suis pas certaine que les faux drames, nos établissements trouvent ça bien, parce qu'effectivement, en plus, dans le domaine du grand âge, il y a quand même eu les scandales dans le domaine du privé commercial qui ont rejailli un peu sur tout le secteur. Et même si notre secteur n'est Qui pas, ont fait très mal, oui, oui. qui n'était pas concerné, ça a quand même un peu traumatisé nos établissements. Donc, c'est vrai qu'ils ont les personnes qui travaillent dans les EHPAD ont un peu le sentiment que 100% des personnes ont une mauvaise image des EHPAD. Il y a des EHPAD qui sont très, très bien, qui sont formidables, qui ont des actions formidables Mais aussi. ça, on n'en parle pas. Mais ça, on n'en parle pas. C'est vrai. C'est vrai que c'est très dur à porter. Autant porter la blague de on vend en ayant prévenu tout le monde et en disant c'est un canular, et c'est vrai que ça paraît tellement gros que ça paraît bon, improbable, et ça peut être marrant. Après, ça veut dire partir peut-être sur un faux EHPAD, oui, un faux drame, avec. Parce que c'est vrai que, et de toute façon, c'est ce qui buzz et c'est ce dont on parle sur Internet. C'est la rubrique faits divers avec des trucs un peu glauques. C'est toute la question, vous avez dit, enfin, quand vous avez réfléchi au projet, l'idée c'est d'être percutant, mais moi j'ai envie de dire assez propre. Vous voyez, Oui. c'est pas un truc, voilà. Sauf que du coup, on réduit un peu l'impact parce que c'est moins, Je ne suis pas sûre ça qu'on fait moins réduise de buzz. l'impact parce que techniquement, à moins que tu me trouves un autre exemple, mais sincèrement, techniquement, je pense qu'on est les premiers à faire ce type de campagne. Moi, j'avais jamais vu. Et je pense que oui. Je pense que oui, justement, d'habitude, on est sur du traditionnel, c'est difficile, aidez-nous. Et on va Il faire n'y a une pas ce pétition. C'est un peu ça l'idée, ouais. hein. Voilà, on va faire une pétition, signer la pétition. Mais de fait, je pense que comme on a mis le premier pas, enfin, on a fait le premier pas dans ce type de communication, déjà, ça va être intéressant de voir si les autres nous suivent ou pas. Et à partir de là, voilà, comme on est les premiers, on a une marge de manœuvre pour continuer. Peut-être aussi que c'est intéressant aussi, nous, en termes d'image et de réputation, parce qu'à travers cette campagne, on prouve aussi à nos établissements adhérents notre capacité à les défendre, à nous mobiliser et même à innover dans notre façon de nous mobiliser. Donc, Ouais, c'est voilà, je clair. pense qu'on gagne aussi de la confiance vis-à-vis d'eux par rapport à cet axe-là. Mais quel va être le ton d'une prochaine campagne? C'est vraiment compliqué à dire aujourd'hui. Moi, j'en ai aucune idée, hein. Ouais, bien sûr, il faut digérer celle-là. Maintenant, c'est vrai que la question de l'humour, c'est un très bon compromis parce Mm. que ça permet de toucher, ça permet de passer un message. Et je pense que ça permet aussi d'en discuter. Et c'est ça aussi qui est pas mal en été. C'est le principe de dire, tiens, t'as vu, ils ont fait ci, ils ont fait ça, imagine. Enfin, et ce côté un peu décalé, ça amène le débat et c'est, je pense, ça dont on a besoin de, de ramener la problématique, la question et qu'est-ce qu'on fait derrière. Est-ce que au niveau de la, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public au niveau de la FEAP en termes de moyens et de réponses? Alors, on demande très clairement une loi grand âge qui soit au niveau des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des besoins un peu à tous les niveaux, donc ça va être difficile de répondre là, mais techniquement, on demande des moyens financiers de manière à aider les établissements qui sont en difficulté, de manière D'accord. à revaloriser les professionnels. En fait, déjà, ce qu'on demande de base, très techniquement, on va dire,
c'est une égalité de traitement entre le secteur public et le secteur associatif. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est la première pierre à poser, c'est une égalité de traitement qu'on a eu En pendant un termes temps et de qu'on a plus. En termes salaire. de, en termes de financement, typiquement, quand il y a des mesures de revalorisation, par exemple, sur enfin, quelle qu'elle soit, du reste, c'est même pas la peine de donner un exemple, quand il y a des mesures de revalorisation pour le secteur public, il faut que ces mesures s'appliquent également au secteur associatif. Sans se poser de questions, ça doit être systématique. Et puis après, il faut développer des offres et surtout des offres qui correspondent aux besoins des Français en fonction des populations dans les territoires. Et ces offres sont multiples. Il n'y a pas que l'EHPAD, il y a le domicile, c'est important parce qu'on sait que les Français veulent rester à domicile, mais on peut rester à domicile que si, un, on peut adapter son logement, deux, on a des personnes qui peuvent passer au domicile pour aider les gens. Comment on organise l'offre de proximité avec, par exemple, des plateaux techniques, des centres de santé, pour que les gens n'aient pas 2 heures de route à faire pour passer un examen. En fait, il faut repenser le modèle économique des EHPAD. En fait, toutes ces propositions, on les porte, alors certes, parfois de manière un peu technique, mais en fait, toutes les solutions existent et sont là. Il manque juste la volonté de les mettre en œuvre. Mais tout a déjà été pensé. Toutes les bonnes idées existent déjà. Depuis très longtemps, hein. C'était peut-être ta première phrase de on a eu beaucoup de rapports et Exact, des bons rapports. exactement, mais c'est ça. C'est Tout est dans ça les qui est. rapports. Et c'est d'autant plus frustrant de se dire que, ben, en fait, maintenant, voilà, l'idée, c'est pas une question sur comment on va faire, comment on peut faire. Voilà, c'est juste, il faut le faire. Exactement. Très bien. Alors, dernière question pour conclure. Sur les sujets un petit peu politiques, j'aime bien cette question, c'est comment on fait pour rester optimiste? Eh ben, comment on fait pour rester optimiste? Eh ben, on se raccroche aux valeurs. Je pense que c'est important, ouais, voilà, de se raccrocher aux valeurs. Enfin, quand on travaille dans le secteur associatif, c'est parce qu'on y croit déjà et qu'on est profondément motivé pour y travailler. Voilà, c'est un secteur qui demande à la fois, je vais dire quelque chose d'un peu trivial, mais de la tête et des tripes. Et je pense que de fait, on reste optimiste parce qu'on se dit que quoi qu'il arrive, on est au bon endroit, on défend le bon modèle, on défend les bonnes idées et que tôt ou tard, par quelques moyens que ce soit, on arrivera à obtenir des choses pour la population. Ça, c'est la version optimiste. Et c'est vrai faut s'accrocher à ça. Moi, ce que je me dis, la difficulté maintenant avec ce côté-là, mais c'est vraiment, je pense, lié à la santé, au social, c'est que comme on est investi dans ce qu'on fait, comme il y a beaucoup de valeurs, le truc, c'est qu'on va s'accrocher jusqu'au bout et que ben, finalement, comme on travaille, on est des bons élèves, bon, Mm. bah, ça va en fait, il n'y a pas besoin de. Ils vont se débrouiller. Ils sont créatifs, imaginatifs, ils sont courageux, ils vont se débrouiller. Les moyens, on va les mettre ailleurs. Alors, ok, il faut les mettre partout. Et c'est ça la grande difficulté. Mais que du coup, j'ai l'impression on passe quand même un peu en dernier. C'est vrai. Alors, par contre, ça, c'est vrai, c'est-à-dire, et c'est souvent les raisons qui nous sont invoquées, c'est de dire, bah, justement, vous êtes souple, vous êtes réactif et vous retomberez toujours sur vos pieds. Sauf que nous, à un moment donné, on retombera plus sur nos pieds. Et après, comment aller encore plus loin? Sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Ouais, c'est ça, sans mettre en difficulté les personnes qui sont accompagnées, les familles et tout ça, parce qu'en gros, presque, il faudrait, bah, pour mettre plus de pression, s'arrêter, bloquer des routes, Mm. et puis voilà. Sauf que qui est-ce qui va s'occuper des résidents pendant ce temps-là? Oui, et puis ça, c'est pas vraiment l'état d'esprit du secteur. Non. Mais c'est tout le paradoxe. Du coup, c'est des peut-être
demi-mesures qui permettent de tenir, mais qui font pas aller mieux, quoi. Mais bon, ça, On c'est la attend, version optimiste. on attend au moins un premier pas, quelque chose. C'est ça. Et puis, bon, nouveau gouvernement, nouvelle dynamique, peut-être, après tout. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher, en tout cas. Ouais, carrément. Et je pense communiquer un peu différemment pour conclure. Je pense que c'est vraiment aussi intéressant et ça passe par ouais, faire autre chose, innover, faire quelque chose de nouveau. Et encore peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous avez des retours des établissements, peut-être des familles, des directeurs? Est-ce que eux, ils ont eu des retours? Et comment ils l'ont vécu? Et est-ce qu'il y a un début de réponse à ça? Alors, comment ont vécu les directeurs, quel est le retour des directeurs? Donc, ils ont tous été très enthousiastes sur la campagne, vraiment en indiquant que c'était le type de campagne qu'ils attendaient. Ouais. D'ailleurs, on le voit au nombre de signataires quand même de la campagne. Après, aujourd'hui, comment ça a été vécu en interne, comment les familles ont réagi, ça, aujourd'hui, je ne le sais pas. Pas encore. Parce que je me dis, ça peut être quand même un moyen un peu amusant. Après, j'imagine que les annonces, les fausses annonces ont été travaillées du coup par l'agence et Oui. par vous, mais je me dis, réfléchir en équipe un peu à la blague, ça peut être cool. De dire, bon, et avec les résidents et avec les familles, de dire, ben voilà, imaginez, mais on le fait pas, on va faire une blague. Et ça peut être un moyen aussi, je pense, de rappeler à chacun l'importance de l'établissement, sans mettre la pression, avec un côté très ludique, mais rappeler un petit peu aux familles qui parfois peuvent être un peu dures que, bah, en fait, c'est quand même bien que l'établissement il soit là, montrer à l'équipe qu'ils sont indispensables et que leur métier il est important, et se retrouver autour de ça, et puis déconner un petit peu sur le principe en disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on vend là. Mm. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Nickel. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Et puis on va voir la suite, ce que ça donne. Rendez-vous en septembre et un peu après pour le projet de loi de finances. Et puis on verra si ça bouge. Merci en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.